Écho du Sahara occidental. Votre rendez-vous hebdomadaire qui couvre l'actualité dans la dernière colonie en Afrique. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour, merci de nous rejoindre à Écho du Sahara occidental. Tout de suite les développements. Nous revenons ce matin sur la fameuse question du chantage qu'exerce aujourd'hui le Maroc sur ses différents partenaires avec le prisme du Sahara occidental comme leitmotiv à chaque fois. Tout de suite, comme je le disais, les développements avec notre invité Gamal Abina. Écho du Sahara occidental. Qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique. Sur les ondes d'Ifriqiya FM. Gamal Abina, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste des questions internationales. Bonjour, merci pour l'invitation Leïla. Alors Gamal Abina, on revient toujours à cette question de plus en plus récurrente, celle donc du Maroc qui fait chanter finalement ses partenaires européens à chaque fois pour la reconnaissance du plan d'autonomie. Que se passe-t-il? Pourquoi, après avoir été donc complètement ébruité, que le scandale a éclaté aujourd'hui, ce genre de pratique continue encore à sévir? Ça démontre plusieurs choses. La première, d'abord, c'est que la méthode de communication du Maroc est une méthode coercitive, de chantage, de corruption, malheureusement. Oui. Alors, j'ai bien le Maroc, c'est l'État marocain, évidemment. Oui, oui. Dans des intérêts qu'on a bien compris, ils ne font pas tout ça pour rien. C'est qu'il y a un intérêt financier évident au Sahara occidental. 80% des phosphates, des réserves mondiales, c'est pas rien. Ils le font parce que leur moyen j'ai envie de dire, de conviction, d'emporter la conviction des gens est faible. Ils se savent, évidemment, dans une position où ils sont considérés par l'ONU comme une puissance occupante et non pas comme des gens invités. On dit que c'est un territoire à décoloniser au niveau du droit international. Donc ils savent que c'est pas une position de confort. Ils savent surtout que beaucoup de pays sont rétifs à l'idée de se dire que leur souveraineté sur un territoire qu'ils ont pris en 75 avec cette fameuse marche verte un peu par la force est un principe de ce qu'on appelle une politique de fait accompli. Sauf que le fait accompli, c'est pas le droit. Et donc comme on n'arrive pas à convaincre sur la base du droit et sur la base de la légitimité de sa position sur place, eh bien on utilise des méthodes de travers. On passe soit par le lobbying, qui est parfaitement légal. Le lobbying n'est pas un problème. Vous allez voir des gens, vous essayez de les convaincre. Mais comme on voit qu'on ne convainc pas, eh bien on passe par les méthodes simplement de corruption. On l'a observé avec l'Union européenne, effectivement des faits de corruption jusqu'à des 600 000 euros donnés à certains députés européens, eurodéputés, ont permis au Maroc d'avoir des avancées sur le plan européen par rapport au commerce, mais ça a été invalidé récemment par une cour européenne de justice qui a dit non, ça n'est pas légal de faire du commerce avec un territoire qui est occupé sans préciser la source effectivement de ce commerce. Donc toutes ces méthodes pour dire que le Maroc utilise ces façons de faire pression et d'autres méthodes, on a vu l'affaire Pegasus, dans lesquelles on imagine, alors maintenant c'est des spéculations, que peut-être c'est une des positions qui a poussé l'Espagne à reconnaître cette souveraineté. Avant, elle ne le reconnaissait pas. Après Pegasus, d'un coup, on voit effectivement que les responsables espagnols commencent finalement à se dire pourquoi pas. Donc c'est vrai que le Maroc a des méthodes un petit peu sur une position de faiblesse de corruption, de lobbying ou simplement de chantage, que c'est connu et reconnu, largement documenté, et que manifestement, pour un État qui voudrait parler de droit et de principe, manifestement, ces méthodes-là ne sont pas ni du droit ni du principe. C'est plutôt un peu tordu comme méthode. Et j'ai envie de dire que politiquement, c'est pas acceptable. Oui, mais comment vous expliquez, par exemple, Gamal Abina, que jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors que ces méthodes sont connues, avec le logiciel d'espionnage Pegasus qui continue toujours, comment vous expliquez le fait qu'on reste silencieux sur ce genre de procédé, qu'on laisse encore faire comme méthode de travail du Maroc vis-à-vis de sa politique étrangère? C'est finalement politique étrangère marocaine, donc chantage et pression quelque part. Je dirais que oui, les méthodes de chantage, c'est quand même quand quelqu'un vous fait chanter. Quels sont finalement les dossiers qui font que, par exemple, un premier ministre comme Pedro Sanchez ou Macron change d'avis sur la question? Alors Macron, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir. Macron, c'est lui est propre. J'ai envie de dire simplement, c'est que quand on voit la façon dont Macron gère la politique à l'international, on a vraiment le sentiment qu'il faudra un vrai conseiller ou de vrais conseillers pour lui dire qu'on ne dit pas tout et son contraire en fonction de son interlocuteur. Donc la question macronienne par rapport à l'Algérie était c'est une exception, en fait. C'est très particulier. C'est un personnage qui ne maîtrise pas les dossiers internationaux et je le déplore parce qu'il était l'homme de la situation, ce que disait le président Tebboune, et qu'aujourd'hui n'est plus l'homme de la situation parce qu'il fait tout et son contraire. Mais donc je mets Macron côté. Je pense pas que Macron ait été inquiété. On va laisser l'exemple
Macron de côté. Voilà. En vérité, sur Sanchez, on a le sentiment qu'il y a une pression qui est exercée parce que c'est pas un homme qui fait volte-face facilement. On le voit bien sur la question palestinienne, il est exceptionnel. Droit. Il est droit et les principes. Les désagréments dont il endure maintenant. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a des principes sur la Palestine, sur la question coloniale, qu'il a sans double-t-il oublié au Maroc. Donc on s'imagine qu'il y a peut-être un sous-jacent. Mais j'aurais dire simplement, c'est que les Marocains, s'ils peuvent faire cela, enfin les Marocains, l'État marocain, je distingue toujours le peuple qui n'a rien à voir, le malheureux. Absolument. L'État marocain, s'il peut faire ça, c'est parce que il y a des intérêts convergents, il y a des intérêts qui vont dans la direction de l'Occident, parce que le Maroc a toujours été aligné à l'Occident, on le sait très bien, c'est un allié, et que en dépit de tous ces mauvais gestes, en dépit de ces méthodes qui sont largement discutables, en dépit de cette façon de corrompre, alors simplement d'espionner ou de faire chanter, l'interlocuteur à qui il le fait est un interlocuteur qui lui est favorable. Donc même si les Marocains font des choses qui sont pas très clean en termes politiques, de toute façon, il est important pour l'Occident d'avoir un appui important dans la région qu'est le Maroc. Traditionnellement, on le voyait avec le roi Hassan II qui était ultra aligné sur les États-Unis, sur la politique occidentale. Eh bien, on l'observe aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, si on laisse faire, c'est pas parce qu'on ne peut pas ne pas le laisser faire. Il y a les moyens d'en finir. Si on dit on fait une sanction économique au Maroc, c'est fini, il arrête. Mais on ne le fait pas parce qu'on est aussi amis avec le Maroc, parce qu'on a besoin du Maroc. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une sorte de politique de dupe. On fait semblant de condamner, de pure forme, mais ce n'est pas suivi d'effet. Il n'y a pas de condamnation réelle financière. Donc les Marocains sont dans un fauteuil, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'ils ont en face des gens qui leur sont favorables, et en même temps ils font progresser leurs intérêts, ce qu'on ne peut pas leur reprocher. Quand un pays cherche à défendre des intérêts, même si c'est des intérêts qui sont pas forcément louables, même si ça enfreint un petit peu les résolutions internationales. On l'a vu de toute façon. Je dis pas que c'est bien. Je dis que je comprends qu'ils le fassent compte tenu de leur position. C'est-à-dire que c'est un pays qui se trouve, alors politiquement, psychologiquement, le Maroc se trouve enclavé en Afrique. Il a le sentiment, avec le blocage des frontières algériennes, avec la tension au sud de Sahara occidental, il a le sentiment que finalement on l'a mis un petit peu à l'extérieur. Et il s'est lui-même rejeté de l'Afrique à une époque quand il a quitté l'OUA, faut pas l'oublier. Quand il a quitté quasiment la Ligue arabe et quand il a quitté quasiment la Ligue arabe, et l'UMA. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce pays s'est trouvé auto exclu, et après maintenant il veut revenir à l'Afrique avec les banques, mais il n'en pas moins qu'il y a toujours une logique, une psychologie marocaine qui fait qu'ils se sentent assiégés littéralement, et qu'ils utilisent toutes les méthodes pour sortir de ce siège. Écho du Sahara occidental, qui suit de très près l'actualité sur la question sahraoui. La cause sahraoui au devant de la scène médiatique sur les ondes d'Afrique FM. Alors finalement, lorsque certains pays acceptent de se laisser corrompre quelque part au fait, c'est parce que il y a des intérêts en jeu économiquement parlant, et ces intérêts vont à l'encontre même du droit international et celui de la Cour de justice internationale, en sachant qu'il y a des peines que encourent ces pays. Donc en dépit de tout ça, des risques sont pris, et c'est exactement le risque qu'a pris la France en disant que nous avons signé la dernière fois Macron des contrats juteux, et ce sont des contrats qui sont la plupart, pour ne pas dire la grande majorité, dans des territoires litigieux. De quelle manière ce genre de choses puisse être possible aujourd'hui? Il y a un principe en français, dans une expression très courue, qui dit l'argent n'a pas d'odeur. C'est-à-dire que l'odeur peut être sale, c'est pas grave, c'est de l'argent. Eh bien, lorsqu'un investisseur accepte, je prends l'exemple tout bête, je vais faire une analogie un petit peu fantaisiste, mais quand même, vous avez des villes en France qui refusent de faire des HLM. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester bourgeois entre eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent payer une amende plutôt que de perdre ce prestige, de se dire on est une ville qui ne sera pas salie entre guillemets, je veux dire, par des gens qui viennent d'une classe inférieure. Eh bien c'est pareil. Pour les entreprises, elles acceptent de prendre le risque de prendre des amendes qui sont longues, ça n'arrive pas tout de suite, tout en prenant des bénéfices pendant des années. Donc le rapport bénéfice-perte, il est tellement favorable aux bénéfices que à la limite prendre une amende c'est pas grave. Donc je pense qu'effectivement M. Macron, lorsqu'il va enfreindre, lui dont le pays est membre fondateur de l'ONU quand même, il va enfreindre les règles du droit international étiqueté par l'ONU, du droit européen qu'il a lui-même, il est signataire de ces conventions européennes. Lorsqu'il enfreint toutes ces règles-là, c'est simplement parce que monsieur a besoin de faire du business. Après, faut pas se tromper. Le Maroc a besoin de voir des investisseurs chez elle, dans sa nation, pour créer de l'emploi, de la richesse, et pour essayer de développer une économie qui serait plus ou moins émergente, même si l'essentiel des richesses est créé par l'Occident. Mais ça crée de l'emploi et ça permet de calmer les tensions sociales. La France a besoin de marché pour pouvoir sortir de ses frontières. Elle n'a pas réussi à obtenir le marché en Algérie parce qu'elle ne fait pas le pas nécessaire de demander officiellement pardon pour les crimes commis pendant 132 ans. Et donc elle s'est déportée sur le Maroc parce qu'il y a des marchés juteux. Effectivement, le Sahara occidental, c'est 260 000 km² de territoire, mais c'est énormément de phosphate, énormément d'exploitations minières qui doivent exister, qu'on ne connaît pas encore. Maritime, c'est des infrastructures. Genre le TGV qui va jusqu'à Dakhla, c'est pas rien. Ça avait été annoncé par ces journées à l'époque. C'est pas un hasard non plus qu'il va jusqu'à Dakhla. Ni un hasard, c'est un signe politique très fort. Et le plan marocain, c'est de dire aux pays de l'AES, par exemple, c'est pour ça qu'ils essaient de jouer ces cartes-là. Venez chez nous en passant par Dakhla, vous pourrez exporter. On sait pas ce qu'ils vont exporter en Amérique, mais bon. Voilà. Et surtout, très important,
les Français ont compris que les Marocains ouvrent la voie à l'AES de laquelle ils ont été éjectés. Oui. Donc ils disent on va investir au Maroc, on fait de l'argent, donc ils feront de l'argent sur le Maroc. Hein. C'est pas le Maroc qui va gagner. Et surtout, on va récupérer, en passant par le truchement de l'État marocain, une position intéressante en AES, donc les pays de l'AES, je parle du Burkina, Mali, Niger, pour pouvoir se repositionner indirectement. Macron l'a annoncé. Est-ce que c'est aussi finalement le Maroc, si vous voulez, un tremplin pour pouvoir se repositionner dans les régions qu'elle a perdues finalement la France? Est-ce que finalement ce n'est pas ça Oui, c'est ça, c'est l'économie par proxy. Entre autres. Oui, c'est ça. C'est l'économie par proxy. Les Français ont toujours la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, mais ont perdu tous ces pays-là. Ils ont besoin de se repositionner en passant par un proxy. C'est quand je parle de proxy, les Marocains qui leur sont favorables. Donc tout le monde sait qu'il a un intérêt commun, tout le monde sait qu'il peut y tirer quelques avantages, et tout le monde, je parle des Français, sait qu'ils vont finir par emporter la mise en termes économiques. La France a besoin de croissance, a besoin de faire du chiffre d'affaires, a besoin de marché, et pour revenir dans les marchés où elle est détestée, elle passe par le truchement du Maroc, qui a une image, quoi qu'on en dise en Afrique, relativement bonne, puisque c'est un pays qui a beaucoup de banques, qui est très bancarisé, et qui propose l'investissement au niveau bancaire, qui travaille aussi un peu sur le pharmaceutique, et qui donne le sentiment qu'il est pragmatique. C'est comme ça qu'ils se présentent les Marocains. Donc, pragmatisme contre dogmatisme anticolonial, certains pays africains sont prêts à franchir le pas en se vendant eux-mêmes leur âme. On l'a vu en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Absolument. La côte, l'Afrique de l'Ouest, de toute façon, la présence marocaine est très forte. Ça, on ne peut pas le négliger. Le problème, c'est que finalement, comme je le disais, par le passé, lorsque le scandale Pegasus avait éclaté, beaucoup de députés, eurodéputés, donc avaient été mis en cause et leur nom a commencé à apparaître dans les médias. Il y a même eu des aveux. Le problème, comme je le disais, c'est que certains d'entre eux sont revenus vers leur siège dans la députation européenne, comme si de rien n'était. Alors cela s'explique quelque part, on va se dire, étant donné que ça se termine de cette manière-là, alors autant continuer à être corrompu et à accepter de jouer le rôle du corrompu, empocher de l'argent pour quelques intérêts. Cela n'empêche pas, et c'est ce que peut-être le Maroc a décelé justement pour pouvoir aller dans ce sens. Et continuer à travailler comme ça. Il faut savoir, les gens ne savent pas, mais c'est 15 000 euros les indemnités d'un député européen. J'ai des amis qui sont députés, ils touchent 15 000 euros. Quand on présente une valise de billets de 600 000 euros, c'est difficile de résister. Juste pour quelques mots à dire, apparemment le plan d'autonomie marocain, et voilà, on a gagné une belle mallette. C'est une belle mallette pour quelques paroles un peu malheureuses. Mais j'ai envie de dire, tout à l'heure, quand je disais qu'on peut pas reprocher à un pays de défendre ses intérêts, je précise ma pensée parce qu'il faut être très clair. Je condamne les méthodes utilisées. Elles sont immorales, elles manquent de loyauté et d'honneur, c'est condamnable. Maintenant, les gens qui se fichent de l'honneur parce qu'ils préfèrent l'argent, ça existe. Je comprends qu'on défende ses intérêts, mais pas à tout prix, à tout craint. Donc c'est là où j'ai envie de dire simplement, je pense que ce qui serait honorable, c'est plutôt d'aller sur le terrain du débat, de la discussion et du rapprochement plutôt que de la rupture. C'est ce que les Marocains n'ont pas choisi aujourd'hui et je le déplore. Mais une chose est certaine, c'est que de vouloir corrompre des gens parce qu'on ne peut pas les convaincre, ça démontre une faiblesse. Si on a besoin de corrompre plutôt que de passer par le droit, c'est que le droit vous intéresse pas. Et là, on a un problème. Donc c'est pour ça que les eurodéputés qui se prêtent à l'exercice pour juste une question de confort, 600 000 euros, c'est un appartement. Eh bien, c'est dommage, mais en même temps, ça prouve la faiblesse du système démocratique. Et quand vous dites, et c'est bien de le dire, que ces eurodéputés reprennent leur siège comme si de rien n'était alors qu'ils étaient mis en examen pour fait de corruption, ce qui est quand même très grave, la fait de corruption, moi j'ai envie de dire que je suis là, pour le coup, je vais un petit peu mettre des fleurs à l'Algérie. Je suis fier d'être algérien. Pourquoi? Parce que nous, nos ministres, et nos députés qui étaient corrompus, ils dorment en prison actuellement. Et ça, on l'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. À une telle proportion, je veux dire, c'est déjà arrivé qu'on ait des députés ou des maires qui sont en prison, mais pas à cette échelle-là. Ça prouve qu'il y a une volonté d'assainir la vie publique, et ça prouve que ces gens ne sont pas au-dessus des lois. Et le problème dans la démocratie occidentale, à part la Suisse, où vraiment les députés, ou enfin tout ce qui est les bourgmestres ou n'importe quoi, tous les gens qui ont un pouvoir, n'ont pas de pouvoir. C'est le pouvoir du peuple sur eux. S'ils font le moindre détournement, ils tombent tout de suite. Oui, ils sont redevables. Tout à fait. Et là, c'est le contraire dans les pays occidentaux classiques. Quand quelqu'un a un pouvoir, il est intouchable, et je prends l'exemple du triste cire, l'homme le plus détestable de France, Nicolas Sarkozy, je le nomme parce que je le déteste, ce criminel qui a fait assassiner Kadhafi. Nicolas Sarkozy ne dort pas en prison alors qu'il a quand même pris des années de prison. Il a été corrompu par un État étranger, il a fait assassiner des gens, il a provoqué une guerre inutile en Libye qui a massacré des milliers de personnes. Il a des responsabilités aussi de ce qui s'est passé à Kadhafi, puis il a des responsabilités sur les faits de corruption, sur les faits de détournement de fonds, il y a tout un tas de choses qui lui sont incriminées. Il a été condamné en cascade, il a menti devant la République, et pour autant cet homme, un petit bracelet électronique au niveau
Il se promène un petit peu à Marrakech et Paris. Et il est tranquille. Ça c'est détestable. Là, vraiment, où je déteste le principe démocratique qui se prétend égalitariste, c'est que cet homme devrait finir en prison, croupir comme tout le monde. Oui, c'est pour ça que j'allais, pour finir Gamal Abina, c'est pour ça que j'allais dire finalement, nous avons grandi, nous avons vécu avec ce concept de démocratie qui a été plus ou moins, si vous voulez, marchandé à tout bout, et on a grandi dans ce modèle occidental comme étant le seul qui existe. Finalement, on se rend compte que finalement ces mêmes pays qui se disent très démocratiques contre la corruption, ce sont ces mêmes pays qui exercent les mêmes défauts, c'est-à-dire on voit, et que finalement les donneurs de leçons se sont fait piéger par eux-mêmes, par leur propre modèle de démocratie. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui il y a par exemple des résolutions internationales de l'ONU qui stipulent par A plus B que c'est un territoire litigieux, que l'ONU n'a pas encore tranché, que tant qu'il n'y a pas de référendum, on ne peut pas y avoir de commerce, de multinationales, et en dépit de tout ça, même s'il y a vraiment des pays qui ont respecté l'accord de la Cour de justice européenne, eh ben la France vient aujourd'hui un petit peu enfoncer le clou. J'entends souvent des Sahraouis qui sont favorables à l'occupation dire oui mais on est très bien là-bas, on y vit bien. La question que je pose elle est très simple et c'est pour ça que la France effectivement va en contradiction avec ses principes qu'elle n'a jamais respectés. Il faut être très clair que la France des Lumières, elle a colonisé, massacré tout. Ça a été le soutien là, au Maroc. C'est pas d'hier. En termes de crédibilité, ils sont pas au rendez-vous. Et j'ai envie de dire simplement par rapport aux Sahraouis, si les Marocains sont tellement sûrs du fait qu'ils ont fait de ces territoires riches, c'est quand même une richesse intrinsèque au territoire, un territoire tellement merveilleux que finalement les Sahraouis ils vivent mieux que s'ils y étaient pas, faites un référendum puisque s'ils sont heureux chez eux, et s'ils veulent être Maroc, qu'ils choisissent le Maroc, c'est apparemment leur voilà. Et c'est pas ce qu'ils font. Quant aux Français, eux, la seule chose qui les guide depuis toujours, c'est pas d'hier, quand ils colonisent l'Algérie, c'est pour une question d'intérêt. Ils veulent voler les 5 milliards d'or qu'il y a sur le blé d'Alger, et surtout ils veulent pas rembourser le blé. Donc ces gens-là, lorsqu'ils vont pillage. C'est du piège économique. Quand ils vont soi-disant investir, donc vendre du matériel au Maroc, de la ferraille, du TGV dont ils n'ont pas besoin, c'est un pays pauvre quand même avec 70 milliards de dettes, eh bien quand on fait ça, on y trouve son intérêt. Et on va exploiter des richesses au Sahara occidental parce qu'il va y avoir un partenariat avec l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, et la France. Pour exploiter les richesses, on va chercher de l'argent. Donc il n'y a pas d'humanisme chez les Français. Monsieur Macron est un homme d'affaires, il était formé à la banque, c'est quelqu'un qui fonctionne en débit et crédit, qui fonctionne en termes de bilan et de résultats. Eh bien monsieur Macron a besoin de points de croissance pour son pays. Et il va aller chercher au Maroc ce qu'il n'a pas trouvé en Algérie. Et ça pose problème. Mais j'ai envie de dire la différence entre Macron à Algérie et un Macron à Rabat, c'est que quand il vient en Algérie chez nous, c'est là où j'étais très déçu par son comportement. Il propose toutes sortes de faux investissements dans la culture, dans le cinéma, dans le sport, dans les choses inutiles. On parle pas d'investissement productif, on parle pas de transfert de technologie, on parle pas de fabrication de voitures, par exemple. Ça, il n'en parle pas. Et le seul moment où Carlos Ghosn, donc l'ancien DG de Renault, propose une usine en Algérie, c'est une vulgaire usine de montage avec un taux d'intégration inférieur à 3%. Donc quand on a des gens comme ça en face de nous, j'ai envie de parler aux Italiens, aux Allemands, aux Espagnols, à toutes sortes de pays qui sont sérieux et qui n'ont pas un rapport néocolonial vis-à-vis de l'Algérie. Et ça pose problème. Effectivement, les Français n'ont à cœur qu'un seul intérêt, c'est le leur. Oui, et de toute façon, c'est une sorte de néocolonialisme qui réémerge. De toute façon, on n'a pas l'impression que la France coloniale est complètement en partie ou a complètement disparu. En tous les cas, c'est l'impression que Macron nous donne. Merci Gamal Abina. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été présent ici avec nous. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Écho du Sahara occidental. Au revoir.